Les podcasts du Figaro. Bonjour, bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui rendent le monde meilleur, pas à pas. Je suis Aude Cérès et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Hélène Médig. Mon frère a généré chez moi une curiosité, une quête peut-être aussi en lien avec sa différence qui est très mystérieuse et qui rassemble bien d'autres différences en lien avec la fragilité, avec le fait d'éprouver des limites. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Peut-être parce que j'ai découvert le monde à travers lui et que ça a constitué l'actrice et la réalisatrice que je suis. Je pense que l'inverse de la tristesse n'est pas la joie, mais c'est vraiment l'action. Je crois qu'il faut beaucoup d'innocence aussi pour se dire que rien n'est impossible. Le bonheur, c'est aussi faire du bien aux autres. Parce que la générosité, aussi basique que ça, on l'oublie. On est tous capables d'atteindre cette excellence-là. Bats-toi, essaie de faire ce que tu peux. Savoir ce pourquoi on se lève chaque jour. Ça vaut la peine, quoi. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Si vous avez envie de voir ça de plus près, il faut s'engager. Et moi, c'est pour ça que je parle. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais l'engagement, c'est souvent accueillir l'autre dans sa différence, quelle qu'elle soit. C'est pour cela que j'ai voulu accueillir Hélène Médig aujourd'hui, actrice et réalisatrice, qui a sorti ce 10 septembre un film bouleversant sur la différence, sur le lien. Une place pour Pierrot. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors l'histoire de Pierrot et Camille, un adulte autiste et sa sœur, les deux principaux personnages du film, est inspirée de la vôtre Hélène, et de votre frère Vincent, une histoire de fratrie, de différence, une histoire très touchante, parfois dure mais universelle. Hélène, est-ce que ce film est autobiographique ? Non, il l'est pas du tout dans le sens où je n'ai pas vécu, expérimenté une seule séquence du film, mais il est bien sûr inspiré de toutes les thématiques qui me constituent, d'avoir grandi avec un frère différent. Et puis, mon frère a généré chez moi une curiosité, une quête peut-être aussi en lien avec sa différence qui est très mystérieuse et qui rassemble bien d'autres différences en lien avec la fragilité, avec le fait d'éprouver des limites. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Peut-être parce que j'ai découvert le monde à travers lui et que ça a constitué l'actrice et la réalisatrice que je suis. Vous avez vécu auprès de votre frère Vincent. Il avait 11 ans quand vous êtes nés. Comment est-ce qu'on vit son enfance, son adolescence avec un frère différent ? C'est le cas de beaucoup d'enfants et d'adolescents. Il s'est noué entre vous une profonde complicité, mais on est solidaire quoi qu'il arrive, ou parfois on a envie de ne pas être associé à cette différence quand on est enfant et ado. Comment est-ce qu'on vit ça ? C'est un petit peu particulier, puisque j'ai deux sœurs aînées aussi, qui sont très proches donc, en âge de mon grand frère. Et moi, j'étais vraiment la petite dernière, arrivée beaucoup plus tard. Donc, le cadeau que m'a fait ma famille, c'est qu'ils ne m'ont pas expliqué que mon frère était différent. Et ça a été un cadeau pour moi parce que je l'ai appréhendé de façon totalement naturelle. Et j'ai même considéré mes 10 premières années que mon frère était tout à fait normal et que le reste du monde dysfonctionnait. Donc, je me suis un peu construite à l'envers. Et ça, pour moi, c'est un cadeau parce que j'ai l'impression d'avoir accédé au trésor qu'est mon frère. Parce qu'au final, quel est le plus grand handicap de mon frère ? C'est pas sa différence. C'est plutôt que la société ne propose pas de solution adaptée ou en tout cas une place à la hauteur de ses potentiels. Quand j'ai réalisé que mon frère était différent et que c'était très compliqué, j'ai été très en colère. Voilà. Une grande colère qui est née en moi. J'étais vraiment pas un cadeau, même vers 18 ans. C'est à cet endroit aussi que ça m'a constitué. Et puis quelque chose qui est précieux pour moi, c'est paradoxal peut-être, mais mon frère est l'endroit très sécure de mon enfance et de mon adolescence. J'ai trouvé beaucoup de sécurité auprès de lui parce qu'il est toujours à l'endroit de sa vérité. Il est jamais dans la dissimulation, il est jamais en posture. Et je crois que j'ai fait comme lui un pas de côté très rapidement. Est-ce qu'il y a un moment, au-delà de cette sécurité, de cette colère ensuite, vous vous êtes dit, vous vous souvenez, il faut que je m'occupe de Vincent quand mes parents seront plus âgés ? Est-ce qu'il y a ce moment-là où tout s'est fait ? Non, vraiment, je me suis jamais... D'ailleurs, j'ai pas l'impression d'être en mission pour mon frère, pas du tout. Je pense juste que ça m'a ouvert. Je pense que je serais une femme très différente si j'avais pas grandi avec lui. Même l'association que j'ai créée, c'est pas pour mon frère. Alors bien sûr, sans lui, est-ce qu'elle existerait ? Mais en tout cas, cette association, elle perdure, elle traverse... Ça fait 6 ans qu'elle existe.
Et je vois que toutes les familles que je rencontre et tous les résidents qui sont accueillis aux Maisons de Vincent, au final, j'ai le même rapport avec eux. Donc cette association, les Maisons de Vincent, c'est quoi ? C'est une association qui a pour mission de créer des lieux à taille humaine, des maisons chaleureuses, adaptées aux personnes adultes autistes dans le sens où sont des équipes formées qui les accompagnent. Les outils qui sont mis en place permettent de réduire la médication et surtout de réduire les troubles envahissants du comportement, puis de développer l'autonomie et les potentiels. Alors, on ne fait pas de tour de magie, mais comme l'histoire de l'accompagnement de ces troubles, c'est vraiment l'histoire du XXIe siècle, on va dire que on est aux prémices, en fait, de ces outils délivrés par la Haute Autorité de Santé depuis peu de temps et de ces bonnes pratiques de la prise en charge des personnes autistes. Donc, c'est très exigeant dans l'accompagnement. Et puis, à ça se relie un projet inclusif qui est précieux, en lien avec la transition écologique. Il y en a une à Mers. À Mers-les-Bains, grâce à la Fondation Jean-Noël Torel. Il a vraiment réalisé mon rêve de vie. Et cette maison est la maison mère, et une dans le Luberon, au milieu des vignes. Alors, elles ont toute une action, on va dire, sociale, inclusive, dans le sens où à Mers-les-Bains, on a une épicerie au rez-de-chaussée de la maison, on distribue les produits bio et locaux. À Goult, on a une grande surface de maraîchage, de projets d'agroforesterie avec un stand sur la place du marché. Voilà, ça permet à ces résidents d'être au cœur de la cité, puis de servir l'intérêt général. En quoi cette différence de l'autre nous enrichit-elle ? Je pense que les personnes fragiles qui éprouvent des limites racontent chacun d'entre nous. Parce qu'on va tous un jour dans notre parcours de vie traverser aussi des limites. Parce qu'on va faire l'expérience de la maladie ou accompagner quelqu'un qui est malade. Donc au final, c'est une problématique universelle, mais j'ai besoin de préciser que toutes les problématiques, tous les troubles de santé mentale provoquent des errances, provoquent souvent des diagnostics inadaptés, provoquent souvent de la surmédication. Au XXIe siècle, on est toujours et encore, même si on a un pays quand même qui nous protège beaucoup, je veux dire, on est privilégié, on le sait en France, mais ça participe à une quête de s'attacher au processus et pas au résultat et peut-être mettre plus de sens dans l'accompagnement des personnes fragiles. La surmédication dans les maladies mentales, comment est-ce qu'on peut y remédier ? Quelle vision avez-vous de ce sujet très important ? C'est très fragile. Et d'ailleurs, parfois, j'ai besoin de mettre de la nuance. Je ne suis pas contre la chimie. C'est vraiment ce phénomène, cette problématique de surmédication, qui est généralisée, trop généralisée dans plein de domaines de notre société. Moi, j'ai pas la solution. Mais pourquoi, puisqu'on peut mettre des moyens, on ne prend pas le temps de mettre du sens dans l'identification avant de mettre les gens dans des cases? Comme on est dans un podcast, je vais vous demander s'il y a une musique, un son en particulier qui peut résumer ou envelopper votre engagement. J'ai découvert récemment, au moment où je finalisais mon film, la chanson de Léonie Pernet, « Réparer le monde ». J'ai un grand coup de cœur pour cette chanson qui m'accompagne beaucoup. Est-ce qu'il nous incombe de réparer un peu le monde? Qu'est-ce qui, au fond, nous empêche? Qui, au fond, nous empêche? Qu'est-ce qui tant nous encombre? Et qui fait que l'on laisse jusqu'à l'ombre de ce qui nous reste? Regarde ce qu'il nous reste. Qu'est-ce qui tant nous encombre? Vous aviez déjà beaucoup témoigné par un livre et par un court-métrage autour de la différence et de l'autisme. Et là, vous avez souhaité faire un long-métrage donc, qui est sorti le 10 septembre, donc, qui s'appelle donc Une place pour Pierrot. Alors, ce long-métrage est magnifiquement interprété par Marie Gillin, Grégory Gadebois, votre fille Mathilde Labarthe, Vincent Elbaz, Patrick Mille. Atmen Kelly, François Vincentelli, Marianne Bassler, Nicolas Briançon, Vincent Winterhalter. Alors que raconte ce film, Pierrot, 45 ans, est autiste, il vit dans un foyer médicalisé et Camille, sa petite sœur, est déterminée à lui offrir une place digne. Elle le retire du foyer, c'est une scène absolument extraordinaire. Elle l'accueille chez elle, où elle vit seule avec sa fille Emma, qui est jouée par votre fille Mathilde Labarthe. Et Camille cherche un lieu, une place mieux adaptée à la différence de son frère. Ce chemin est long, c'est la promesse d'une nouvelle vie. Pourquoi avoir fait ce film et combien de temps vous avez mis à l'écrire, à le réaliser ?
Alors le film, il est vraiment... il existe grâce à ma rencontre avec Christophe Rossignon, mon producteur, qui avait vu mon long métrage documentaire « On a 20 ans pour changer le monde », qui m'a assez rapidement proposé de me produire autour d'un projet de fiction. Moi, au départ, j'avais pas du tout envie d'écrire un film autour de ces thématiques. Donc j'ai beaucoup résisté. Il a insisté, et la condition pour moi, c'était donc, comme je vous l'ai dit précédemment, de ne pas faire un film sur l'autisme, mais de faire un film plus universel autour du lien, autour de ce qui nous relie, à travers le retour à la vie d'une personne fragile, mais au final de mettre en lumière le personnage de Marie Gillin qui représente tous les aidants, parce que c'est un sujet qui me passionne dans ce qu'il provoque en termes d'identité. C'est-à-dire que quand on est aidant, ça impose au final de se rencontrer, de prendre soin de soi pour être là pour l'autre. Et c'est tout le parcours du personnage de Marie Gillin dans le film, qui au final est constitué par son histoire familiale, par sa colère. Donc elle est beaucoup dans le contrôle, elle est avocate. On comprend à travers cette fonction qu'elle a voulu faire justice. Et elle va, tout au long du récit, accéder à sa nature profonde. Et une autre thématique qui me passionne beaucoup et que peut-être les spectateurs vont ressentir, c'est à quel moment dans notre parcours de vie on devient libre, à quel moment on est libéré de notre histoire familiale, libéré de notre filiation. Je trouve que c'est passionnant de traiter ces sujets. Et puis aussi, au-delà des thématiques de la fratrie, un sujet évidemment au cœur du film, c'est aussi autour de la famille qu'on se choisit. Tous les personnages de mon film sont en quête de sens, en quête d'une transformation. La démarche de mon film, c'est oui, peut-être permettre aux spectateurs de revisiter quelque chose de très intime et d'universel du chemin de vie de chacun. Parce qu'on est tous un jour l'aidant de quelqu'un. On voit d'ailleurs dans le personnage de Camille tous ces passages que vous évoquiez, la colère, le découragement. Il y a des très belles scènes où elle craque. Oui, il y a des belles scènes où elle est en colère. C'était très précieux. Je voulais pas en faire une héroïne parfaite. Parce qu'en fait, quand on est aidant, Camille. On fait pas tout bien. Et c'est la réalité. On perd patience. C'est pas adapté. D'ailleurs, la façon dont elle retire son frère, elle fait un hold-up. Elle va, sur une impulsion organique, viscérale, aller dans ce foyer et tout balancer par la fenêtre, retirer son frère. Et à ce moment-là, c'est un acte évidemment d'amour inconditionnel, mais c'est aussi une femme qui prend ni son frère en compte, parce que c'est un peu traumatisant pour lui de le faire de cette façon, et elle prend pas sa fille de 14 ans en compte non plus. C'est toutes ces contradictions qui m'intéressent, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que la fiction pour parler de cette condition d'être aidant. C'est dur d'être dans une famille d'aidants aussi. Ouais, c'est un cadeau aussi d'ailleurs. Je pense que le personnage d'Emma représente tous les adolescents qui prennent sur eux alors qu'ils sont au tout départ de cet endroit de l'évolution, de la maturité, où ils ont besoin à la fois de leurs parents, mais aussi d'être au monde. Emma, elle est prise dans cette contradiction d'adorer son oncle, c'est ce lien avec la musique qu'elle a très privilégié, mais aussi de ne pas pouvoir l'assumer au quotidien, parce qu'il a des réactions qui lui font peur, parce qu'il a aussi des comportements inadaptés, et c'est trop lourd, quoi. Mais elle est dans cette contradiction parce qu'elle l'adore, voilà, et qu'elle aimerait être là pour lui, mais qu'elle n'est pas forcément équipée à ce moment de sa vie. Pour le rôle de Pierrot, vous avez choisi, avec votre équipe, Grégory Gadebois. Vous n'avez pas choisi un acteur porteur de handicap? Pour le rôle de Pierrot, c'était vraiment une condition, sinon je ne faisais pas le film. Je voulais écrire pour un acteur, à la fois pour permettre au spectateur de s'identifier à ce personnage et ne pas l'enfermer dans des problématiques autistiques, puisque c'est pas la démarche de mon film. Et puis aussi, ça aurait été très maltraitant d'engager une personne autiste pour ce personnage, parce qu'il y a des séquences très difficiles, qu'on tourne pas dans la chronologie, et puis je voulais un acteur, justement, pour être au bon endroit de toute la subtilité du retour à la vie. Grégory Gadebois est un Stradivarius, c'est un immense acteur. S'il avait refusé, je pense que j'aurais pas fait le film. Je pense que c'est le seul acteur en France qui pouvait endosser ce rôle. Et surtout, la grande chance que j'ai eue avec lui, c'est qu'il a compris pourquoi je crée ce personnage. Et donc, très vite, je lui ai dit, à aucun moment tu penses que tu interprètes une personne différente. On va vraiment travailler uniquement sur la sensorialité, la temporalité, tout ce qui est organique et puissant. D'ailleurs, cet acteur porte déjà toute la poésie, la part d'enfance. Et j'ai adoré faire ce voyage avec lui. Vous avez aussi fait jouer des acteurs, des artistes autistes. Moi, je suis fière de leur travail d'interprète, parce qu'en fait, il n'y a pas d'improvisation. Je veux dire, c'est vraiment un travail d'acteur. Maintenant, j'ai mis un dispositif en place un peu particulier, c'est-à-dire avec quelques journées d'immersion avant de tourner, que ce soit pour qu'ils puissent apprivoiser vraiment l'équipe technique,
Il y a beaucoup de monde sur un tournage. Parfois, ça peut être évidemment un peu lourd pour certains profils qui sont sensibles au bruit, au monde, trop de monde dans un petit espace. Donc, on a vraiment fait ce travail d'immersion pour leur permettre de visiter, revisiter les séquences qu'on allait tourner, pour créer des interactions entre eux. Et ces 4 journées ont été très précieuses parce qu'au final, on a déroulé ensuite sur le tournage sans problème. Alors, je tournais à 2 caméras, je tournais un peu différemment que sur le reste du récit. Et puis, à un moment donné, on faisait pas la différence entre les personnes artistes autistes et les acteurs professionnels. Grégory, je crois, a beaucoup, beaucoup aimé partager ces séquences. Et comme il le dit, ils ont tellement à nous enseigner. Je vais vous dire que ces artistes sont à l'endroit de leur vérité, ici et maintenant, et c'est quand même ce qu'on demande à un acteur au final. C'est d'être présent après action. Et Grégory, il a constaté comme moi, ils ont la plus belle écoute du monde. S'il fallait résumer d'un mot votre engagement tout au long de votre carrière et votre vie de sœur, de femme, de mère, ce serait quel mot? Transformation. Aider une personne autiste, c'est enrichissant. Alors, on n'est pas dans le monde de oui, mais c'est tellement riche. Est-ce que vous pensez que notre société accepte plus, mieux la différence? L'art, sous toutes ses formes, est un vecteur magnifique pour mettre la lumière et donner envie d'ouvrir son cœur et de ne pas être dans le jugement. Parce qu'en fait, rencontrer la différence, c'est aussi déposer ses peurs. Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Moi, c'est l'injustice, mais sous toutes ses formes. D'ailleurs, mes enfants, je pense mes 4 enfants ont parfois souffert de ça. Dans la rue, si j'assiste à une scène où l'injustice est au cœur d'un conflit, je demande toujours à mes enfants, même très jeunes, ne soyez pas complices, intervenez. Et c'est vrai que mes enfants m'ont souvent dit, maman, s'il te plaît, pas de scandale, parce que je peux être un peu comme le personnage de Marie-Gilles, à foncer tête baissée. Et c'est vrai que la complicité, c'est quelque chose qui m'obsède, de comment on peut, en restant silencieux, participer, en fait, nourrir des situations qui ne sont pas justes. Comment est-ce qu'on surmonte sa peur? Je pense que c'est en l'accueillant, en l'identifiant, et puis surtout en l'acceptant. Il ne s'agit pas de ne plus avoir peur. On peut continuer à avoir peur, mais faire la paix avec ça, et surtout, encore une fois, pouvoir le formuler, s'y autoriser. Le comportement le plus négatif, c'est de mettre sous le tapis. Quelle est la qualité la plus importante pour s'engager dans le monde d'aujourd'hui? La nécessité. Quelle est la personne qui vous aide le plus à poursuivre votre engagement? Mes 4 enfants et le père de mes enfants participent beaucoup à ce que je tente d'inventer. J'ai l'impression de le faire avec eux. Merci beaucoup Hélène Médic. Je rappelle que vous êtes actrice, réalisatrice, qui est sorti un magnifique film que chacun doit aller voir qui s'appelle Une place pour Pierrot. Merci. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Je rappelle que vous pouvez écouter Les Engagés sur Figaro Radio, sur le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.